Aujourd'hui, on va parler de titane, de gravel en titane bien entendu, et plus spécifiquement de ce Léon Larage. Ce Léon, je l'ai emmené sur la GTB, la Gravel Trobrez 1350 km à travers la Bretagne. Était-ce une bonne idée? Était-ce vraiment le bon choix que d'emmener un gravel sur une épreuve aussi exigeante que la GTB? Comment a-t-il réagi face aux agressions de la Bretagne? Et surtout, a-t-il vu le loup, le renard et la belette? Réponse en vidéo. C'est la 5e fois que j'ai l'occasion de tester un vélo de la marque Léon. Précédemment, j'ai eu 2 Monstras, un RA1 et un Léon dans sa version précédente, c'est-à-dire une version soudée avec un équipement très légèrement différent et des pneus très légèrement plus petits. Donc avec cette version 2026, eh bien, c'est une très belle opportunité de pouvoir comparer la nouvelle géométrie mais également les nouvelles technologies qui apportent un nouveau comportement à ce vélo. Alors ce Léon Larage, de quoi est-il fait? Et si l'on regarde sur le site, on peut voir tube en titane 3-2.5 jonction imprimée en 3D titane 6.4, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les tubes sont en grade 9 avec 3% d'aluminium et 2,5% de vanadium. Les jonctions sont réalisées en grade 5, donc avec 6% d'aluminium et 4% de vanadium. Tout cela imprimé en 3D à partir de la poudre de grade 5. Les cadres sont fabriqués par l'usine TB Cycle dans la ville de Qinhuangdao, très connue pour son club de foot et qui est un petit Eldorado des activités nautiques pour le nord de la Chine. Les tubes sont soudés aux jonctions, on peut voir un fin tracé de soudure à quelques centimètres de la jonction. Chaque pièce est ensuite polie en fonction de l'état de finition souhaité. Ce procédé de fabrication n'est pas nouveau et a même eu son heure de gloire milieu des années 80, début 90, avec les cadres Vitus, leur modèle mythique 792 et surtout le 992 avec ses tubes ovoïdes et son traitement anodisé violet. Mais également avec TVT qui signifiait technique du verre tissé avec son Carbon 7 présenté en 1983 et qui équipera Bernard Hinault et Greg LeMond. Au passage, ce sont 2 marques françaises rayées de la carte depuis bien longtemps. La fourche est en carbone fabriquée chez Winno et se caractérise par ce design étonnant voire même déroutant, mais nous y reviendrons plus loin. Elle est disponible avec un routage interne pour la dynamo et des fixations latérales, je n'ai utilisé ni l'un ni l'autre. L'ensemble est passé entre les mains du laboratoire Pourquerie pour vérifier le respect de la norme 4210. L'ISO 4210, c'est une norme internationale qui établit des exigences de sécurité et des spécifications pour la conception, la fabrication et les essais des bicyclettes. Concernant la géométrie, on a affaire à un vélo résolument moderne, c'est-à-dire avec une géométrie longue qui va favoriser la stabilité sans pour autant sacrifier l'agilité et le rendement. Ce qui donne un empattement, c'est-à-dire la distance d'axe à axe de 1048 mm, une longueur de top tube de là à là de 570 mm et une longueur de reach de là à là de 413,1 mm. La douille de direction, dont la dimension reste inchangée, 125 mm, intègre désormais des roulements intégrés, ce qui permet d'abaisser le poste de pilotage de 17 mm. Son angle a été très légèrement redressé, donc dans ce sens-là, ce qui permet d'avoir un vélo un petit peu plus agile, notamment sur les hautes vitesses, mais on y reviendra plus tard. Le tube de selle, lui aussi, est très légèrement redressé, en passant de 74 degrés à 74 degrés et demi, ce qui va amener une position légèrement plus en avant, un petit peu plus efficace au pédalage et une position légèrement plus agressive sur l'avant du vélo. La hauteur du boîtier de pédalier n'a pas changé avec 70 mm, donc le bébé drop, c'est-à-dire la différence horizontale entre cet axe-là et cet axe-là. Donc jusque-là, pas de grosse révolution sur la géométrie de ce vélo, plutôt de micros ajustements pour améliorer la position sur le vélo et l'efficacité au pédalage, mais également en améliorant la capacité à tourner à haute vitesse. En revanche, le travail intéressant a été réalisé sur les bases arrière, sur le triangle arrière. Au passage, ce vélo accepte désormais des pneus de 53 mm contre 50 dans la version précédente. Et tout cela est possible avec le travail sur les bases arrière. Et comme tu peux voir ici, on a désormais affaire à des bases asymétriques avec un gros travail, là vraiment sur les bases. Précédemment, en tout cas sur la version précédente, on avait affaire à des bases plutôt classiques droites. Là, la longueur de base a été légèrement allongée, elle passe de 415 à 425, mais également avec cette forme asymétrique
caractéristique qui permet de passer de plus gros pneus, mais également, et c'est dû un petit peu à l'orientation sportive et compétition de ce Léon Larage, qui permet de passer un plateau là en 42 jusqu'à 50 dents. Donc résolument une orientation sportive, une orientation performance, et qui permet d'embarquer de gros pneus. Et déjà, je peux te le dire, la grosse force de ce Léon Larage, c'est sa polyvalence. Puisque oui, il peut embarquer des pneus jusqu'à 53 mm, ce qui permet de l'emmener sur de la course gravel un petit peu chaotique qui va nécessiter de gros pneus et donc d'améliorer à la fois les capacités de filtration du vélo et la résistance au roulement. Et sa géométrie plus agressive va lui permettre d'aller sur des terrains beaucoup plus roulants qui vont justifier des pneus beaucoup plus fins, comme ces Challenge Gravel Grinder en 42 mm et qui va autoriser l'usage d'un gros plateau et éventuellement d'une grosse cassette comme c'est déjà le cas ici. La patte de dérailleur est évidemment au format UDH, le boîtier de pédalier est au standard T47 avec une largeur de 86 mm. L'intérêt du T47, c'est de pouvoir combiner la facilité d'entretien d'un boîtier fileté avec la rigidité et la compatibilité des gros standards press-fit modernes et en ouvrant le choix des pédaliers. En clair, le choix du T47, c'est la possibilité d'avoir une plus grosse boîte de pédalier, plus rigide, mais également plus de place pour les durites et les câbles. Et détail très important, le Léon Larage est disponible en demi-taille et chaque boîte est imprimée pour chaque taille. L'intégration des câbles et durites est totale et facilitée par la conception 3D qui permet un intérieur du vélo absolument lisse, ce qui préserve les câbles et durites. Et comme je te l'ai dit à l'instant, il est disponible en demi-taille. Moi j'ai une taille M et ce qui est très important, c'est de constater qu'il est disponible en demi-taille avec un chevauchement des tailles, ce qui va permettre finalement en fonction de l'orientation de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, plutôt un usage polyvalent, plutôt un usage ultra bikepacking, plutôt un usage compétition, et bien de choisir un vélo avec une demi-taille et une géométrie qui va correspondre à cette pratique. Ce qui veut dire que pour un usage compétition, moi j'aurais très bien pu prendre un SM, donc la demi-taille en dessous, ce qui m'aurait donné un vélo légèrement plus compact. J'aurais eu une sortie de selle très légèrement plus haute, mais avec un vélo légèrement plus compact et beaucoup plus nerveux, avec un rendement légèrement supérieur. Pour mon usage gravel, bikepacking, ultra, évidemment, je suis resté sur une taille M qui correspond bien mieux à ma pratique. Du côté des équipements, ce Léon Larage est disponible en ligne via un configurateur qui permet de choisir le groupe, les roues, les différents configurateurs. Pour ce test, je l'ai reçu avec un Shimano GRX 827, des roues maison Airline Versa avec moyeu Airaze et rayon Baird. Un poste de pilotage DEDA, très légèrement modifié pour la course, une selle Repent et une tige de selle Ritchey en taille 31,6. Bref, un vrai montage haut de gamme avec un groupe, une transmission, des périphériques, des équipements réputés pour leur parfait fonctionnement et leur fiabilité. Le tarif de base avec un Rival 13 vitesses monoplateau SRAM Rival débute à 7 174 €. Il est possible de le configurer en Shimano, en SRAM, en Campagnolo avec différentes options de groupe évidemment, mais également de roues et de périphériques. Et si tu viens récupérer ce vélo directement dans les ateliers situés au Luxembourg, eh bien tu bénéficieras d'une sorte de dédouanement de 12%. Alors sur le terrain, ça donne quoi? Parce qu'une description technique et un tarif brut, c'est super sympa, mais globalement, ça ne veut pas dire grand-chose tant que ce n'est pas corrélé avec un comportement sur le terrain. Il s'avère que j'ai une longue expérience avec la marque Léon, c'est le 5e vélo de la marque que je reçois en test. J'ai eu 2 Monstra et un RA1 et j'ai eu le Larage dans sa version précédente, c'est-à-dire avec la géométrie précédente et les tubes soudés. Ce même Léon avec les tubes soudés, je l'ai emmené sur tout un tas de folies, aux Canaries, en Norvège, en Creuse, en Auvergne, dans le Morvan et j'en oublie probablement, j'ai fait des milliers de kilomètres avec ce vélo. Je l'ai beaucoup aimé. J'avais une toute petite réserve sur la géométrie et sur le positionnement sur le vélo, je vais t'en parler dans un instant. En revanche, je n'ai eu aucun problème avec son comportement sur le terrain, avec sa maniabilité, à part juste un détail dans les descentes à haute vitesse, mais à part ça, je n'avais strictement rien à lui reprocher. Et donc,
Avec celui-là, ce qui change, tu l'as compris, c'est la conception en 3D. La géométrie a très légèrement évolué, la douille de direction a un petit peu changé, l'intégration des roulements permet d'avoir un poste de pilotage un tout petit peu plus bas, le tube de selle est très légèrement redressé et donc la fourche a été également très légèrement redressée. Et ce que je n'aimais pas sur le précédent Larage, c'est que j'avais l'impression d'être un petit peu comme perché sur un cheval, avec un vélo très haut, où j'avais l'impression d'être vraiment de devoir piloter un paquebot, donc c'était extrêmement confortable, c'était vraiment plaisant. Et également dans les descentes à haute vitesse, j'avais l'impression d'être sur un vélo ultra stable, ce qui est à la fois une bonne chose, mais également sur un vélo que j'avais du mal à placer dans les trajectoires, vraiment à aller placer avec précision dans une trajectoire, donc vraiment un vélo extrêmement stable, placé sur rail à haute vitesse, mais que j'avais du mal à un petit peu à manœuvrer dans les descentes de col. En revanche, à basse vitesse, il se montrait redoutable d'agilité. Et bien avec celui-là, on peut dire que ce comportement est corrigé. Le redressement du tube de selle m'a permis d'avoir une position légèrement plus en avant, légèrement plus agressive. L'abaissement du poste du pilotage a supprimé le côté « je pilote un paquebot ». Et le redressement de la fourche m'a également permis d'avoir un petit peu plus d'agilité dans les descentes à haute vitesse, sans pour autant sacrifier l'agilité à basse vitesse. Et en Bretagne, il s'avère que j'ai eu besoin de tout ça. Mais sur toute la partie confort, c'est vraiment la conception du cadre, la géométrie du cadre et également les propriétés intrinsèques mécaniques du titane en flexion latérale notamment qui permettent d'avoir cette flexibilité, cette souplesse qui va apporter du confort et également de l'agilité au pédalage, de la relance et qui va permettre au vélo de garder la vitesse. Mais c'est également au niveau de la conception des bases, des bases arrière, mais également la nouvelle rigidité du boîtier de pédalier et la conception avec les jonctions 3D qui va offrir par contre paradoxalement un vélo très confortable mais aussi avec beaucoup plus de rendement. Et lorsque je l'ai eu les premiers jours, les 2 premières semaines avant que je parte à la GTB, je l'ai fait modifier. Ce n'est pas le cintre d'origine, j'avais modifié le plateau pour un vélo qui s'adaptait davantage à mon besoin, à mes capacités et au terrain que j'allais rencontrer en Bretagne. Mais j'ai tout de suite trouvé un vélo ultra dynamique malgré le chargement que je lui avais mis. Pour vérifier que le braquet était bon et habituer un petit peu tout de suite mon corps à ce nouveau vélo et vraiment avoir la transition la plus rapide possible, j'ai chargé le vélo au maximum avec plein de trucs que je n'avais de toute façon pas emmenés pendant la course, avec la sacoche de cadre qui était pleine d'outils, de plein de trucs pour avoir un vélo le plus lourd possible. Et pourtant, je suis allé dans les petits talus des alentours, dans des petits trucs à 15, 16, 17, 18%, et je passais, alors je ne vais pas dire avec facilité, mais à ce moment-là, j'étais en forme, 2 semaines avant la GTB, mais je n'ai pas eu l'impression d'un vélo qui allait taper dans la pente comme j'ai pu l'avoir avec d'autres vélos, et notamment un que tu as beaucoup vu et que j'adore, mais qui avait cette tendance à taper un petit peu dans la pente et que j'avais beaucoup plus de mal à emmener. Je n'ai absolument pas rencontré ce phénomène avec le Larage, au contraire, j'ai trouvé que c'était un compagnon de route parfait pour les ascensions parce que ce soit la conception, la rigidité, mais également ce mélange entre rigidité, géométrie, mais également souplesse du matériau, j'avais un vélo qui me facilitait vraiment la vie dans les ascensions, qui permettait de mettre des à-coups, qui permettait de faire réagir le vélo, de le faire vivre un petit peu sous mes fesses et entre les jambes, malgré le terrain, malgré les cailloux, malgré les racines et surtout malgré le chargement. Et puisque l'on aborde le confort, il est important également de préciser que les roues sont des Airline, donc la marque maison de Léon, montées avec des rayons Baird. Les rayons Baird, ce ne sont pas des rayons traditionnels en acier, ce sont des rayons qu'on appelle plutôt textiles, mais pas textiles au sens tissu comme nos vêtements, mais plutôt avec un polymère qui va avoir une capacité de résistance, une capacité de déformation bien supérieure à un rayon traditionnel, mais également beaucoup plus léger. Donc on va avoir une sensation de légèreté, ce qui va amener beaucoup plus de dynamisme à la roue, mais également une sensation de confort, de filtration des vibrations extrêmement déroutante au début. Et je t'avoue qu'à chaque fois que je monte sur ce type de roue, je me dis c'est dingue, on a l'impression d'avoir une zone grise. Donc, tu vois, pour bien comprendre, t'imagines, quelqu'un te pince comme ça, et tu as l'information visuelle d'un pincement, mais tu n'as pas l'information sensorielle. Tu vois qu'on te pince, mais tu ne le sens pas. Un petit peu comme si tu étais anesthésié.
des rouberdes sur des gravillons, disons, de taille correcte, du gravier, un joli petit chemin, eh bien c'est exactement la même sensation. Tu vois visuellement que tu roules sur des graviers, mais tu n'as pas l'information dans les vibrations du vélo. Tu n'as pas le même niveau d'information, de secousse et en tout cas de micro-vibrations qu'avec des rayons acier. Donc c'est ultra déroutant parce que tu as vraiment cette impression de zone tampon, de zone grise, où tu roules sur une surface, mais ce que tu ressens habituellement comme vibration, eh bien, ne remonte pas jusqu'à toi, ne remonte pas jusqu'au guidon, jusqu'à la selle, et est stoppé en fait net à ce niveau-là. Donc c'est ultra déstabilisant. On s'y habitue très bien, ça marche très très bien sur les chemins, ça marche très très bien dans les virages, dans les sections un petit peu cabossées. C'est peut-être très légèrement moins agréable, en tout cas perceptible sur de la route, parce que justement on va avoir cette notion de torsion latérale. Mais en tout cas sur du chemin, ce qui nous intéresse finalement, que ce soit pour de la compétition, du bikepacking ou de l'ultra, eh bien cette notion de confort, de filtration des vibrations, cette notion de fatigue musculo-squelettique. En revanche, on va bénéficier non pas d'une économie, mais d'un non-gaspillage de notre énergie sous forme de chaleur et qui permet de poursuivre la route lorsqu'elle s'arrête. Donc ça, c'est en termes de confort général. Tu montes sur le vélo, tu vas prendre quelques cailloux, et bien tu te dis, ouais, effectivement, il se passe un truc, c'est pas comme d'habitude, j'ai l'impression de ne pas ressentir ce que je vois au sol devant moi. Mais si on va un petit peu plus dans le détail, et notamment sur ce qui s'est passé sur cette GTB, eh bien la notion de confort est beaucoup plus facile à matérialiser, que ce soit en latéral, mais également en frontal avec la fourche. Et là où justement le titane n'a pas juste un intérêt en termes de confort, qui est une notion un petit peu vague finalement, mais il y a aussi un intérêt en termes de sécurité. Et bien justement, alors ça fait plusieurs fois que je m'en rends compte, et notamment avec des cadres en titane, que sur des gros impacts, des chocs, des pertes d'équilibre, par exemple de planter la roue dans une ornière, eh bien un cadre titane va être vraiment d'une grande aide et va aider à rester sur le vélo. Donc là spécifiquement sur la GTB, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai planté dans la boue, j'ai planté dans une ornière, et en Bretagne les ornières ne manquent pas et pas de même que la boue, et plusieurs fois j'ai planté la roue avant et je me suis retrouvé dans ce moment un petit peu charnière, un petit peu ce moment désagréable où tu plantes et tu es un instant en équilibre, donc tu plantes, tu te prends un choc, et avec un cadre en titane, en fait tu sens vraiment la flexion du cadre, tu sens que tu plantes, que le cadre plie un petit peu, qu'il absorbe le choc et qu'il revient doucement à sa forme d'origine. Avec un cadre carbone un petit peu rigide, alors évidemment avec un VTT, en tout cas avec une fourche télescopique à l'avant et éventuellement à l'arrière, une suspension à l'arrière, on a la fonction de base d'une suspension qui est d'amortir, donc d'absorber le choc et de revenir doucement. Là on a un cadre en titane qui fait un petit peu la même chose, avec moins d'efficacité qu'un amortisseur ou une suspension évidemment, mais on sent vraiment bien ce côté je plante, le cadre plie, et tu reviens doucement, alors qu'avec un cadre en carbone, j'aurais planté, j'aurais plié et j'aurais eu un énorme coup de raquette derrière la gueule, ce qui m'aurait probablement éjecté du vélo, ou en tout cas, j'aurais planté la roue, j'aurais fait un petit instant d'équilibre, vaguement, et j'aurais soit déclipsé, posé pied à terre, soit tombé à la renverse. Ça m'est également arrivé, mais c'était pas de ma faute. Merci Étienne de m'avoir mis une branche dans la gueule. J'espère que tu t'en souviens de celle-là. En tout cas, avec ce cadre en titane, j'ai vraiment ressenti ce truc typique du titane où on prend un choc, le cadre se déforme et ça revient doucement à sa forme d'origine. Ce qui veut dire que dans ce temps où le cadre reprend sa forme d'origine, on a le temps finalement de manœuvrer, de reprendre un petit équilibre correct, voire même de mettre une petite impulsion pour dégager la roue et de repartir. Donc de ne pas poser le pied au sol ou de ne pas tomber à la renverse un petit peu bêtement. Donc ça, c'est pour la souplesse, on va dire, de cette partie-là en latéral. Pour tout ce qui va être choc en frontal, on va avoir la fourche avec ce design si particulier et qui, notamment à cet endroit-là, eh bien, va nous permettre d'avoir une flexion, d'avoir une absorption des chocs et des impacts. Et là aussi en Bretagne, on ne manque pas d'impact, ça ne manque pas de cailloux. Donc on a largement l'occasion de ressentir le travail de la fourche dans ce sens-là,
qui va nous amener évidemment du confort, mais qui va surtout nous amener une absorption des chocs et ce petit temps pour vraiment ajuster, pour piloter avec précision et encore une fois, rester sur le vélo en toute sécurité. Le confort, c'est une notion un petit peu vague, mais si là on vient en parler d'absorption des chocs en frontal et en latéral, on peut ramener ça à une notion de sécurité qui est de rester sur le vélo et d'aller jusqu'au bout de l'épreuve en un seul morceau sans avoir rien cassé. Donc tu l'as compris, je me suis très bien entendu avec ce Léon Larage, il m'a vraiment aidé à survivre à la Bretagne et c'est tout ce que l'on attend d'un vélo, qu'il soit facilitant, qu'il nous aide à rouler, qu'il nous aide à descendre, qu'il nous aide à piloter et qu'il nous aide à rouler le plus longtemps possible sans s'épuiser bêtement, en gardant la vitesse, en nous donnant de la stabilité, en nous donnant de la précision dans le pilotage, de la stabilité dans les descentes et en nous donnant l'impression que oui, on a choisi le bon vélo. Donc c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce vélo. À aucun moment donné, je me suis dit j'aurais dû prendre mon autre vélo, j'aurais mieux fait de prendre un VTT, j'aurais mieux fait de prendre des pneus plus fins, plus gros, avec une suspension. Mais n'empêche que le vélo, lui, a été absolument parfait. Il m'a amené du dynamisme dans les côtes quand j'en avais besoin, il m'a amené du confort quand j'en avais besoin, de la sécurité, de la filtration, de l'absorption quand j'en avais besoin, et il m'a amené du rendement quand j'ai eu rarement quelques moments de piste verte, de voie verte, voire de route sur cette GTB qui me permet non pas d'envoyer ou de mettre du braquet, mais en tout cas de rouler à une allure un petit peu plus soutenue, malgré la fatigue, malgré le chargement, et à vraiment ressentir ce côté souple, ce mélange bizarre entre rigidité et souplesse, qui fait que l'on n'a pas besoin de sans cesse relancer un vélo, qui fait qu'il maintient, qu'il garde la vitesse, et qu'il est, encore une fois, facilitant et qu'il nous facilite la vie pour avancer et aller le plus loin possible. Sur la configuration, le choix des équipements, je te l'ai dit, c'était un Shimano GRX Di2 avec notamment l'excellent dérailleur 827 qui permet de monter sur une cassette XT, donc une cassette issue du VTT, en 10-51 avec un plateau 36 à l'avant. C'était vraiment, pour mes capacités et le chargement à ce moment-là, le ratio parfait pour affronter les multiples petits taquets, les multiples petites côtes typiques de la Bretagne. Et vraiment, alors j'y reviendrai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, dans un crash test, où je reviendrai plus en détail sur le fonctionnement de ce Shimano GRX 827, mais à aucun moment, pareil, je ne l'ai pris en défaut. J'ai changé une seule fois de batterie, donc il est électrique et Bluetooth avec une batterie située ici. J'ai changé la batterie en bas du ménésome, j'ai oublié à quel kilomètre c'était, mais j'avais déjà fait 4 jours je pense, donc j'ai changé de batterie au bout, on va dire, de 4 jours, et j'ai terminé avec cette deuxième batterie. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur le fonctionnement, mais que ce soit le freinage, le passage de vitesse avec l'accumulation de boue, les conditions humides, vraiment sur la fiabilité, il n'y a rien à dire, ce n'est pas une nouvelle. On sait depuis bien longtemps que les groupes à transmission électrique sont hyper fiables et permettent d'affronter les conditions les plus apocalyptiques. Le seul truc qui m'a gonflé finalement, c'est pas... Tu t'as compris, j'ai rien à dire sur le comportement du vélo, j'en ai eu plein. Et j'ai toujours été enchanté par le comportement de vélo, que ce soit le R1, les deux Monstra, avec un petit bémol sur le deuxième Monstra parce qu'il avait une fourche télescopique modifiée et je trouvais que ça apportait pas grand chose par rapport à des très gros pneus. Donc petit bémol là-dessus. Le R1, je l'ai adoré. Mon premier Larage, j'ai fait tellement de trucs avec que finalement le positionnement sur le vélo est un petit peu anecdotique. J'étais quand même très bien positionné sur un très bon vélo. C'est juste qu'aujourd'hui, j'étais encore mieux positionné sur un vélo qui est encore meilleur. Donc la différence, elle est là. Le seul truc qui m'a gonflé, c'est que je l'ai reçu avec ce collier de selle et les premières sorties, je me suis rendu compte que le collier de selle, le serrage de selle ne sert pas. Donc ça m'a totalement gonflé parce que c'est une grosse tige, format VTT, diamètre 31,6, donc plutôt VTT. Et elle glissait, donc tous les jours, j'allais rouler avec ce vélo, avec le chargement, et je passais plusieurs fois pendant la sortie à descendre, à sortir l'outil, à remonter la selle, serrer de plus en plus fort, et à me dire, putain, si tu serres encore plus fort, à un moment donné, soit tu vas niquer la vis et tu pourras plus rien faire, soit tu vas niquer le collier, donc tu l'auras dans l'os. Donc, que faire? Eh bien, tout simplement, j'ai changé le collier, j'ai prévenu David, le fondateur de Léon, qui m'a dit, on le sait, on a remplacé ce collier pour un truc qui fonctionne enfin. Moi, j'en ai mis un qui venait de mon VTT. Je lui ai également mis une tige de selle en carbone, une zip,
avec une autre selle. Tu peux voir ça dans les vidéos de débrief, mais également de préparation. Et à partir de là, le problème a été réglé. Évidemment, je lui ai mis de la pâte de montage, donc une sorte de pâte avec des grains à l'intérieur qui permettent d'assurer un fonctionnement et en tout cas un non-glissage des pièces métalliques ou carbone les unes contre les autres. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus le moindre problème. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Que c'est un vélo cher à 7 000 €? Oui, effectivement, c'est un vélo cher à 7 000 €, comme il y en a plein. C'est un montage haut de gamme, mais un montage qui fonctionne extrêmement bien, avec de très bons périphériques, avec un comportement irréprochable, avec une polyvalence qui te permet d'envisager ce vélo sur tout un tas de pratiques, allant du bikepacking ultra comme j'ai pu le faire, à du gravel beaucoup plus léger comme j'ai fait avec sa version précédente en Norvège ou aux Canaries, voire même sur de l'ultra route pour vraiment du confort et une polyvalence, donc avoir un seul vélo avec juste des changements de pneus éventuellement et de transmission au niveau du plateau, mais en tout cas un vélo fiable, super polyvalent, super réactif, super confortable, qui t'emmènera absolument partout là où tu as envie d'aller. Et au-delà du comportement général du vélo sur le terrain, je n'ai constaté aucun problème de fiabilité du montage. Certes, lorsque je l'ai reçu, je l'ai fait un petit peu modifier au niveau du cintre, au niveau de la tige de selle, de la selle et du plateau. Et pendant l'épreuve, j'ai utilisé ma propre roue avant avec une dynamo. Mais en dehors de cela, que ce soit le montage de la roue arrière avec le rayonnage Baird dont on a parlé avant, la qualité de la transmission, le montage de la transmission et la qualité du freinage, le montage du freinage, et également la fiabilité au niveau de la direction et la fiabilité de la fourche, je n'ai absolument rien constaté sur la fiabilité du montage. Donc, absolument rien à dire là-dessus. Et en guise de deuxième conclusion, et ça sera la dernière, je pourrais te dire que j'ai adoré ce vélo, que je vais rouler avec lui tous les jours. Eh bien c'est faux, je le rends la semaine prochaine et je ne le regretterai pas. Tout simplement parce qu'il va être remplacé par un autre modèle de la marque, par contre de la marque Sauvage, donc la gamme un tout petit peu inférieure, et il va être remplacé par le modèle Le Monstre, que tu peux voir à l'image. J'en entends déjà qui vont dire « bah c'est un VTT avec un guidon tordu ». Eh bien tu veux que je te dise? Oui. C'est un VTT des années 90 avec un guidon tordu. Et je vais même te dire mieux, c'est le VTT des années 90 que j'aurais aimé avoir lorsque je faisais des courses de VTT dans les années 90 et que les courses à l'époque étaient finalement sur des pistes telles que l'on fait aujourd'hui en gravel, mais avec un vélo comme ce monstre, beaucoup plus fiable et beaucoup plus drôle à rouler qu'un VTT actuel. Donc ça sera la prochaine vidéo avec un vélo en titane de la marque Léon Sauvage. En attendant, merci d'avoir regardé et à très bientôt.